presque fini. Mes parents ont vendu tout ce qu'ils avaient pour me faire arriver jusqu'ici. Faut pas baisser les bras maintenant. C'est presque fini. Quand Fatouma sera avec moi, elle aura une vie de princesse. 3 enfants, 2 filles et un garçon. Le foot le dimanche et des beaux vêtements. On vivra au paradis. C'est presque fini. Un dernier effort et ça sera l'Europe. Saxons. Ils étaient sur les eaux territoriales marocaines en fait. Il restait à peu près 5 ou 6 miles marins pour atteindre la zone internationale, qui faisait qu'ils sortaient en fait de la zone de souveraineté marocaine. Et c'est là où il y a eu un bateau de la marine royale qui les a pris en chasse. Ce que les témoignages nous rapportent, c'est qu'effectivement, les passagers ont demandé au pilote d'arrêter. Et effectivement, le pilote, ce qu'on appelle le raïs, il s'est arrêté. Et à la surprise générale, le bateau a fait un tour et il s'est arrêté au niveau du Zodiac. Et il y a un soldat, un marin, qui a sorti un sorte de lance avec un objet pointu à la tête, et au lieu de lancer les cordes pour pouvoir remonter les gens ou arraisonner le bateau pour pouvoir le ramener sur le territoire marocain, il a crevé le pneu, le Zodiac. Eso hace que el naufragio sea casi inmediato y hubo muertes, ¿no? Según las versiones varían desde 29, que son reconocidas, yo creo que por todo el mundo, hasta 36 que hemos contabilizado las asociaciones a base de los testimonios de los supervivientes. Il y a une femme qui avait 2 enfants, dont un nourrisson qui est tombé en mer, ils n'ont rien pu faire pour elle. Había mujeres y niños, y los mismos inmigrantes nos cuentan cómo habían levantado en alto a los niños para mostrar a los militares marroquíes que tuvieran piedad, ¿no? Ma petite fille est morte. Mon bébé avait 3 ans. Aujourd'hui, je pleure encore. Ils ont utilisé un long bâton avec un couteau au bout. Ils l'ont utilisé pour crever le Zodiac. Quand ils ont crevé le Zodiac, tout le monde est passé par-dessus bord. Les enfants, tout le monde s'est retrouvé à la mer. Combien de bébés, combien de gens sont morts? Ce qu'ils ont fait, ce n'est pas bien. Hay supervivientes que son conducidos a Alhucemas, pero casi inmediatamente un día son conducidos a Usta. Y para nosotros lo interpretamos como una forma de borrar cualquier rastro, ¿no? De que se volvieran a dispersar los supervivientes y no se pudiera conseguir más pruebas del hecho. Ils n'ont pas fait de PV, il n'y a pas eu d'enquête, on ne les a pas entendus. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont mis en fait dans des estafettes
et ils les ont conduits au commissariat d'El Hoceima. Et le commissariat d'El Hoceima a affrété un bus pour les conduire à Oujda. Cuando son detenidos en cualquier parte del territorio marroquí, bueno, pues son conducidos a la cellule de refoulement, a las comisarías, digamos, y allí cuando ya hay un número suficiente, pues los ponen en autobuses y los conducen a la frontera de Argelia, a Usta. En el autobús a veces no les dan nada o solo una botella de agua. Estamos hablando de un viaje que puede ser 15 horas en muchas ocasiones o más. O sea, son gente que en invierno son temperaturas muy bajas las que hay en Usta, no llevan más que lo que llevan encima, no pueden llevar consigo nada, entonces a veces no tienen ni ropa de abrigo, son ya abandonadas en unas condiciones de fragilidad y sin condiciones de poder soportar a veces las condiciones climatológicas, ¿no? Les refoulements collectifs et les expulsions collectives qui sont pourtant interdites par le droit national et international ne sont pas respectés. Il y a beaucoup, on continue encore à voir un certain nombre de personnes qui sont arrêtées, qui ne sont pas présentées devant un juge, aucun procès verbal n'est établi, qui sont reconduits au niveau de la frontière algérienne. Los inmigrantes nos cuentan que están en la comisaría hasta la noche y es en la noche cuando los llevan a los puestos fronterizos y les dejan allí abandonados, indicándoles la dirección hacia Argelia. Pero en Argelia tampoco son muy bienvenidos y normalmente los militares o policía argelina suele hacer disparos al aire para intimidar y disuadir a los inmigrantes de avanzar. On m'a refoulé en arrivant en Algérie là-bas parce que quand on vous refoule, il y a la police, la gendarmerie algérienne de l'autre côté, la gendarmerie marocaine de l'autre côté. Il y avait les Algériens qui tiraient de l'autre côté, des balles en haut. Il y a les Marocains qui tirent d'ici, disent allez-y, la frontière, l'Algérie c'est là-bas, continuez votre route à descendre jusqu'à l'Afrique subsaharienne. Et les Algériens aussi tiraient en disant on ne peut pas vous recevoir, retournez là où vous provenez. Maintenant on était obligés, vous êtes au milieu. La police algérienne nous repère déjà parce qu'ils ont des miradors. S'ils nous repèrent déjà pour nous repousser, ils se mettent à tirer en l'air, ils tirent en l'air et tout. Bon, nous aussi avec la peur et tout. Quand on essaie de revenir côté marocain, les Marocains aussi ils tirent en l'air, ils font la même chose. Ils tirent en l'air et nous sommes obligés de se cacher. Suelen estar entre ese juego, entre las dos fronteras, porque también los marroquíes hacen el mismo juego de intimidarlos o disparar al aire para intentar que entren en territorio argelino, y se da una situación grave de ping-pong, de no saber, de desorientación en la noche, que los inmigrantes tienen que de alguna forma salir y huir, ¿no? Muchos se van ciertamente hacia Argelia, otros vuelven hacia Marruecos, ¿no? Ils longent en fait la bande, parce que la frontière est très vaste entre le Maroc et il n'est pas contrôlé, hein. Il y a quelques postes frontières, mais il y a plein de trafic. Et ils longent la frontière jusqu'à ce qu'ils atteignent en fait un endroit où ils ne sont plus observés par les autorités, ou qu'ils voient que les policiers ou les soldats marocains sont partis, et ils marchent. Intentan orientarse con las luces de la ciudad a la noche, pero son kilómetros. Algunos nos dicen que los han dejado hasta 15 kilómetros de la frontera. Y bueno, pues intentan volver en pequeños grupos e intentar sortear todos los obstáculos que hay en una frontera, incluidas pues bandas de criminales, para volver a comenzar la aventura de volver a intentar pasar. Normalmente tienen que vivir de la mendicidad, de rebuscar en la basura, o ciertamente siempre una economía totalmente al margen, de supervivencia. La survie, c'est chercher de quoi manger, se laver. S'il y a possibilité, si tu peux le faire après 4 jours, tu prends un bain, même en une semaine, tu prends un bain, avoir de quoi manger, dormir pour voir le lendemain, éviter la police.
en un país donde saben que la policía tiene derecho a detenerlos y a exponerlos a este juego de refoulement, de evolución a la frontera constante, y que para ellos es muy peligroso y es lo que todo el mundo intenta evitar, ser detenido y ser conducido a la frontera, porque es lo más peligroso. La survie à Oujda, c'est la mendicité auprès des mosquées. C'est là où les gars savent que tu viens de... Les gars se disent, il vient de parler, il vient d'être en direct avec son Dieu, il vient de prier, pourquoi ne pas lui tendre la main? Bon, peut-être là encore le cœur est halluciné, là, il peut mériter ses 1 dirham ou bien un bout de pain. C'est là qu'il trouve. Aussi vrai que ce gars qui sort de la mosquée, quand il va rentrer chez lui, il va faire face à ses politiques, il va mettre son habit de gendarme pour venir aussi vous pourchasser, vous arrêter. Rien que votre condition va vous pousser à dire qu'est-ce que je fais ici. Autant mieux mourir que de rester ici là. Tout est bloqué, je suis à 5 ans, j'ai pas de papiers, j'ai tous les problèmes logistiques, je dois manger, je suis au service des gens, même le ciel ne m'est pas reconnaissant. Parce que c'est ça qui m'est arrivé en tête. J'ai dit bon, tant mieux. Peut-être avant de faire n'importe quel travail, peut-être l'Europe nous donne encore d'autres chances là-bas, peut-être je pourrais avoir des possibilités de... Il faudrait que moi-même je traverse. Parce que c'était à bout, comme on dit à bout de souffle, tu ne peux plus t'en sortir et tout. Desde los enclaves de Ceuta y Melilla, bien incrustados en territorio o rodeados de territorio marroquí, pues los inmigrantes intentan entrar. Muchos lo intentan a nado o en pequeñas barquitas, y nos constatamos que el protocolo de actuación de la Guardia Civil, en este caso serían, es que si los interceptan en el agua, normalmente pues los suben a la embarcación española y los llevan hasta las aguas territoriales marroquíes, donde los devuelven al agua diciéndoles que tienen que nadar en dirección contraria para llegar a territorio marroquí, donde sí que hay colaboración con la policía marroquí que está esperándoles para detenerles. Moi, je suis parti à la frontière pour essayer une éventuelle tentative. C'était la 8e fois. Je devais passer par la nage. Il fallait trouver des sous pour payer ou bien monnaie avec des passeurs qui devaient nous guider jusqu'à la plage ou prendre l'eau. Donc j'ai vu une dame, une compatriote à moi qui avait 52 ans, une maman âgée, qui m'a dit voilà, moi j'ai 500 €, donc 5000 dirhams. Si ça peut arranger, j'ai dit que ça peut arranger les choses, on va payer le transport, on va négocier avec les Marocains, on va s'acheter des bouées et voilà, on va aller. Arrivé dans la forêt, je devais nager avec cette dame. Il y avait aussi un Sénégalais et un Guinéen. Le Guinéen avait la notion pour la nage. Lui aussi devait nager, mais en tirant, donc le Sénégalais, pareil comme moi aussi, devait nager avec la maman. Ils ont constaté qu'il y avait des gens dans l'eau. Le bateau espagnol, d'abord, les militaires ont commencé à torcher au niveau, pour nous chercher au niveau, on était dans l'eau, ils ne m'ont pas vu. Or, ils avaient déjà arrêté le Sénégalais et le Guinéen. Ils étaient là dans le bateau. Ils m'ont cherché longtemps dans l'eau. Ils sont venus, m'ont bloqué. Ils nous ont forcé de monter dans la pirogue. Bon, ils nous ont conduits encore en pleine mer, à une distance considérable. Arrivés à une distance bien considérable, ils nous ont demandé de sauter dans l'eau, de sauter en mer. Après avoir coupé les bouées, donc ils ont laissé une seule bouée, la bouée de la dame de 52 ans. Ils ont poussé le Guinéen qui tirait le Sénégalais, il est tombé. Ils sont venus pour me pousser, je lui ai dit mais tu me pousses, pourquoi? Laisse, je fais d'abord descendre la mer, moi je vais nager. Posément, il n'y a pas de problème mon ami, moi je vais nager. Il m'a laissé, il s'est retourné vers le Sénégalais. Ils étaient 3. Ils ont poussé le Sénégalais. Le Sénégalais a crié qu'il je ne sais pas nager, je ne connais pas nager. Ils ont poussé le Sénégalais, il s'est agrippé sur une barre de fer. Tout le poids dont les pieds étaient dans l'eau, mais donc il était accroché comme ça. Il a crié qu'il ne sait pas nager, il criait. L'autre a ramené un bâton comme une clé à molette. Il a commencé à sonner ses doigts, taper. A tapé, que le gars se fasse mal, il s'est fait mal, il a lâché, il est tombé dans l'eau. Il est entré, il est ressorti comme s'il buvait, il est rentré, pendant ce temps, il riait. Il se disait que c'était la blague, que le gars était en train de blaguer, alors que le gars était en train de se noyer.
Quand j'ai vu, on me dit que mais le gars est en train de se noyer. Il est venu, il m'a poussé avec le pied par derrière. Moi, je suis tombé, j'ai commencé à nager. C'était une distance bien considérable, je dis bien considérable. Moi, j'ai nagé jusqu'à aller m'accrocher sur la bouée de la maman. Moi, je me suis accroché sur elle, on a commencé à nager jusqu'à arriver en plage. Le guardia, voyons aussi que c'est grave, le gars ne bouge pas, le Sénégalais ne bouge pas, il est tombé. Ils ont ramené le Sénégalais, bouche à bouche, ils ont appelé de l'autre côté jusqu'à ce qu'il y a le guardia a traversé le grillage, ils ont ouvert le grillage, ils sont venus à la plage marocaine, il m'a dit que votre frère est mort. Moi, je vous dis que j'ai vu comment ils ont tué ce Sénégalais. Il ne faut pas 2 heures en mer pour mourir quand on se noie. Il ne faut pas 2 heures en mer pour mourir quand on se noie. Il ne faut même pas 30 minutes, il ne faut pas 10 minutes. Comme un vivant dit que vraiment, je ne peux pas nager, je ne sais pas nager, mais l'autre décide que tu dois mourir. C'est un peu ça. Nous lions en fait tous ces constats, toutes ces violations que nous voyons sur le terrain aux pressions que subit le Maroc, d'une part, par ses voisins qui veulent faire de lui en fait leur gendarme, qui veulent faire du Maroc une zone tampon. On fait la police, le gendarme, on fait le douanier, on bloque. Mais également instrumentalisé par le Maroc pour pouvoir avoir un certain nombre d'acquis économiques, politiques, mais également au niveau du soutien aux infrastructures, tout ce que le Maroc est en train de faire depuis une dizaine d'années. Ya desde el 2004 ya se habla claramente de la externalización de fronteras. ¿Y eso qué significa, no? Pues significaría que la frontera de Europa ya no es solamente el sur de España, sino que tiene que llegar más abajo, que la gente que nosotros no queremos que llegue a Europa sea otro quien le detenga. Entonces los países limítrofes del Magreb, como son Marruecos, Túnez, Argelia, Libia, pues que ellos hagan ese papel de guardafronteras y no permitan a la población subsahariana que intenta subir hacia Europa pues llegar. Entonces la frontera real europea no estaría en el sur de Europa, sino en el sur de Marruecos, por ejemplo, ¿no? L'externalisation, de mon point de vue, c'est le fait de reporter une responsabilité qui devrait être celle des États européens ou de l'Union européenne, on va la reporter sur des pays extérieurs à l'Union. ¿Qué consecuencias trae eso? Pues muy graves, porque la Unión Europea da mucha cooperación a estos países para que hagan su papel, la contraparte es esa, pero no se preocupa de si en estos países los derechos humanos son respetados. On va faire porter la responsabilité de la prise en charge de migrants et de réfugiés sur des pays qui n'ont pas nécessairement la capacité, de toute manière, de vraiment les prendre en charge correctement, qui n'ont pas la volonté de les prendre en charge correctement, et qui n'ont même pas le cadre minimum pour que l'on s'assure que les droits de ces personnes seront respectés. Un État a clairement le droit de contrôler ses frontières. Il n'y a rien de mal, je dirais, il n'y a rien d'anormal même, parce que l'État essaye de coordonner avec un autre État pour qu'il y ait au moins une vision commune dans la question de la gestion des frontières, qu'on ne se marche pas sur les pieds et qu'on ne fasse pas des choses contradictoires. Le problème, c'est comment la coopération se fait. Beaucoup de ces pays-là, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, ne sont pas des États de droit, ne sont pas des pays démocrates, ne sont pas des pays où les droits de l'homme sont respectés, où les ONG peuvent travailler librement, etc. L'Union européenne, lorsqu'elle envisage sa coopération avec ces pays-là, les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, elle réfléchit comme si elle était en train de mettre en place un programme de coopération avec un pays qui a les mêmes normes. Or, ce n'est pas le cas. Ces pays-là n'ont pas les mêmes normes, on n'a pas du tout les mêmes mécanismes de protection. Le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme n'a n'a aucune prise plutôt sur ce qui se passera en Tunisie ou ailleurs. Et ça, c'est pas du tout pris en compte. Cuando hay una cooperación cada vez mayor en muchísimos sentidos y cada vez se agranda más, y el acuerdo de asociación privilegiada que se acaba de firmar entre la Unión Europea y Marruecos es un signo de ello, y Marruecos lo interpreta oficialmente como que es una validación del progreso de Marruecos en todos los sentidos, no solo económicos, sino también de derechos humanos. Pues nosotros creemos que justamente es el examen que España nunca hace
cómo están los derechos humanos y en concreto para esta población inmigrante en tránsito que nosotros no queremos que llegue a nuestra costa y que le pedimos a Marruecos que lo frene como sea, ¿no? On réfléchit à la mise en place de politiques sur le contrôle des flux migratoires, donc sans tenir compte du contexte général en matière de respect des droits, sans tenir compte du contexte général en matière de la situation des migrants, mais sans même tenir compte de la situation des réfugiés. Si nos preguntan por qué emigran, ¿no? La gente del África subsahariana, yo diría que hay que preguntárselos a ellos y ir a conocer la situación para comprender un poco el porqué. Yo creo que todos traen sobre ellos la carga de la responsabilidad familiar. Todos hablan de mi familia espera de mí que yo aporte para poder sobrevivir. Por eso muchos dicen, no tengo a dónde volver, puedo estar bloqueado en Marruecos o en otro país, y dicen, pero ¿a dónde vuelvo? ¿Y cómo vuelvo? La gente está esperando de mí una ayuda, no una boca más para comer. Entonces es difícil para ellos elegir, ¿no? Es muy fácil para nosotros decir, pues, no ves que no puedes, vuélvete. Dice, ¿volver a dónde? ¿Con qué condiciones? ¿Y a precio de qué? Si yo tuviera que decir cómo veo el futuro, ¿no? Si hay esperanza para toda esta gente que está saliendo, yo creo que como un grito de vida, de quiero vivir y por eso salgo de mi país para buscar la vida para mí, para los míos, para mi familia y creo que tienen el derecho de hacerlo. Tous ces pays qui se disent que les défenseurs des droits, ce sont maintenant eux-mêmes qui exercent maintenant leur pouvoir sur des pays comme le Maroc. Vous voyez, et quand le Maroc est obligé de faire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas respecter les droits. Alors, si le Maroc ne respecte pas les droits, parce qu'on lui a imposé de là-haut, donc c'est pratiquement impossible de dire qu'un jour on peut retrouver dans un monde où tous les droits des hommes sont respectés. ¿Dónde está la esperanza? Yo creo que en la sociedad civil de todas las partes, la europea, la marroquí, la del Magreb, la del África subsahariana también. Creo que cada vez más también hay gente consciente de lo que está pasando y que tiene un sentido crítico. Y de hecho nosotros, como ONG española, trabajamos con ONGs marroquíes que ven las cosas también con una visión crítica y que tienen una postura de los derechos humanos deben respetarse siempre, siempre. Je ne sais pas si vous pouvez m'excuser, mais moi, concernant moi, avec ma foi, je ne crois plus. Je commence à croire peut-être un monde où il y aura seulement les droits respectés, peut-être au ciel. Voilà. Mais ici, là, je vous dis, on a tout fait. Hein. Et on continue toujours à se battre. Mais... On ne peut pas. C'est le mur. Le mur est là. Le mur est là. Non, c'est ça. Il y a les murs. Il y a les murs. On espère un jour que ces murs-là, on va les casser. Ils seront cassés.